Salut à tous, regarde-moi cet objectif, comment il est monstrueux. Le 150-600 était déjà juste hyper imposant et ouf. Mais alors là, en termes de possibilités, c'est encore plus incroyable. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on teste le nouveau 60-600. Alors je dis le nouveau puisque c'est vrai qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Alors il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un objectif en plus dans la gamme des téléobjectifs Sigma. Puisque bah voilà, il va pas remplacer le 150-600, mais c'est vraiment un objectif en plus. Parce que voilà, au niveau du prix et des caractéristiques, on n'est clairement pas sur les mêmes attentes. J'en profite pour remercier énormément Sigma qui m'a prêté cet objectif pour que je puisse le tester, puisque c'est vrai que quand j'ai vu la sortie, ça m'a beaucoup hypé. Et puis bah surtout pour le comparer avec le 150-600 et vous faire une petite vidéo débrief, retour d'expérience en toute objectivité. Le Sigma 150-600, c'est le téléobjectif par excellence pour les photographes et les vidéastes d'ailleurs qui souhaitent faire de la photographie animalière ou du sport. Enfin franchement c'est un objectif que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an et j'adore. Il n'y a pas vraiment de défauts mais plus des limites d'utilisation. Quand je parle de limites, en fait ça m'est arrivé plusieurs fois lors de shooting où mon sujet était trop proche de moi et finalement au 150 mm j'étais trop serré. Alors quand on est amateur, bon, c'est pas très grave, mais quand on est professionnel, c'est vrai que c'est très embêtant puisque finalement on manque des shoots. Il y a des photos qu'on peut pas faire et donc on perd du temps, on doit changer d'objectif, avoir plus d'objectifs sur soi. Enfin bref, ça pose problème. Et donc là, Sigma a résolu le problème, 60-600 mm. En fait, sur les shootings que j'ai réalisés, que ce soit de l'animalier et du sport, j'ai pas eu besoin d'autre chose. J'avais tout ce dont j'avais besoin dans un seul objectif. Alors c'est sûr que c'est lourd, ça prend de la place. Mais franchement, au niveau ergonomie, c'est top quoi, puisqu'on n'a qu'un seul objectif pour tout faire. En termes de tarifs, en fait, il se positionne extrêmement bien. Le 150-600 était déjà quand même très abordable à 1400 €. Pour du plein format, franchement, c'est ce qui se fait de mieux en termes de téléobjectif. Ensuite, le 60-600 est maintenant disponible à 2350 €. Finalement, c'est vraiment pas cher en sachant qu'on est sur un objectif professionnel. Et si on compare aux objectifs Sony ou Canon, soit on est dans les mêmes tarifs par rapport à des objectifs classiques, soit on est finalement beaucoup moins cher. En termes de caractéristiques, on est sur un objectif qui pèse 2,5 kg. Donc c'est vrai que c'est un gros bébé comparé à 2,1 kg pour le 150-600. Donc c'est vrai qu'on est sur des objectifs lourds. Après, forcément, il faut s'y attendre pour ce genre de téléobjectif. Maintenant, en fait, ça dépend des conditions. Si tu es sur un shooting où tu as le temps de te reposer entre les prises, ça a été mon cas sur certains shoots, franchement ça va, c'est épuisant à la fin de la journée mais ça va. Tandis que pour mon shoot animalier où là j'étais sans arrêt prêt à shooter, c'est vrai que c'était quand même assez épuisant et ça au bout de 3 heures de shoot j'étais quand même assez KO. Après, pourtant j'ai la condition physique quoi. À l'avant, on passe maintenant sur des lentilles frontales en 105 mm par rapport à 95 avant. Donc c'est vrai que ça fait très gros, avec un très gros pare-soleil en bimatière. Là-dessus, ça change pas, ça reste très qualitatif. Perso, le pare-soleil, je le mets vraiment tout le temps, puisque ça permet de protéger la lentille frontale, surtout quand tu es dans la forêt où là, ça peut vite se rayer. Sauf quand il y a beaucoup de vent avec des grosses rafales, où là, il faut enlever le pare-soleil, puisque l'air vient s'engouffrer dedans, et donc tu as du mal à rester stable. Ensuite, le corps de l'objectif, à l'avant, on retrouve toujours cette grosse bague de zoom. Alors j'ai trouvé qu'elle était un poil plus fluide par rapport au 150-600, donc ça c'est cool. En revanche, tu le vois juste là, on a le petit lock. Donc avant on avait un switch, on pouvait soit locker, soit se mettre en mode tight ou smooth. Donc le tight c'était plutôt rigide pour éviter que l'objectif se déplie tout seul finalement. En revanche, ce qui a été ajouté, c'est que maintenant tu peux lock à chaque point focal. Donc tu vois, là tu as des points à chaque point clé. Et donc par exemple tu te mets à 100 mm, hop, tu lock, tu peux délock, te mettre à 600, hop, tu lock, et puis là ça va pas bouger. Le petit truc bonus, quand tu es à 600 mm et que tu es locké, tu n'as pas besoin de délock puisque c'est automatique. Donc juste tu bouges la bague et puis ça va se délock tout seul. Voilà une nouvelle utilisation du lock que je trouve vraiment plus intéressante par rapport à avant, puisque c'est vrai que le passage par le tight, déjà le tight je l'utilisais jamais, soit je lockais soit je lockais pas. Donc là pour le coup je m'en suis plutôt servi et c'est vrai que ça marche vraiment bien, c'est utile. La deuxième bague pour la mise au point manuelle, là-dessus rien à dire, ça reste très fluide, très agréable à utiliser. On a un gros grip que ça soit sur la bague de zoom ou sur la bague de mise au point, donc pour l'utiliser avec des gants de ski par exemple, il n'y aura aucun problème. En termes de boutons, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Sur le centre, on va retrouver 3 boutons personnalisables tout autour que tu vas pouvoir attribuer directement à une fonction sur ton boîtier. Perso, je mets le focus picking. Ensuite, on va avoir un switch AF/MF, à savoir que les distances minimales de mise au point ont été réduites
par rapport au 150-600. Maintenant, on est sur une distance minimale lorsque tu seras à 60 mm de 45 cm et 2,6 m minimum lorsque tu seras à 600, ce qui franchement est extraordinaire, hein, clairement. Ensuite, tu vas avoir un switch pour pouvoir choisir ta plage de mise au point. Ça, c'est très pratique. Soit tu te mets en full, soit tu te mets de 6 mètres jusqu'à l'infini ou de 6 mètres jusqu'à la distance minimale. Le switch OS pour la stabilisation optique qui encore une fois a été amélioré, on va en parler. Donc soit tu te mets en off, soit tu te mets en 1, donc c'est la stabilisation optique classique, soit tu te mets en 2 où là ça va simplifier le travail si tu veux faire du filet. Donc la stabilisation va vraiment amener de manière à avoir plus de réussite. Et enfin le dernier bouton custom qui va te permettre d'attribuer une fonction si tu as la docking Sigma. Donc c'est un petit boîtier qui va venir se mettre sur l'objectif que tu vas venir brancher en USB à ton ordinateur et puis à partir du logiciel Sigma tu vas pouvoir personnaliser l'objectif, notamment ce petit bouton, ce petit switch pour attribuer une fonction. En termes de caractéristiques, on est sur un objectif qui bien sûr est tropicalisé, ça c'est indispensable surtout pour ce genre d'objectif. Tu le vois juste à l'arrière, c'est très large, donc on va pouvoir mettre des téléconvertisseurs Sigma uniquement pour la monture L, donc pour l'Umix, puisque Sony refuse aux constructeurs tiers de produire des téléconvertisseurs, donc c'est uniquement pour la monture L. La stabilisation, je t'en ai parlé, alors là pour le coup j'ai été quand même assez choqué. Sur le 150-600 c'était déjà extraordinaire, d'ailleurs il me semble qu'ils vont sortir une mise à jour logicielle pour pouvoir améliorer la stabilisation et faire en sorte qu'elle soit un peu plus au niveau du 60-600. Bref, c'était déjà très bien avant, là c'est clairement extraordinaire. On est maintenant sur une stabilisation qui va de 6 à 7 stops, ça dépend de la focale que tu vas utiliser, mais franchement c'est impressionnant quand tu es sur le terrain, que tu es à main levée. Tu peux faire de la vidéo à main levée sans problème. En termes d'ouverture, elle va varier en fonction de la focale que tu vas utiliser, entre f4.5 à f6.3. D'après les tests que j'ai fait, à 80 mm on passe à f5 et à partir de 150 on passe à f5.6. Et tu vas pouvoir fermer entre f22 ou f32, à savoir qu'on a 9 lamelles de diaph. Alors déjà partons de la base, à quoi ça sert un tel objectif comme ça, comme un 150-600 ou un 60-600? En fait, c'est vraiment l'objectif idéal par excellence pour tous les amateurs passionnés et surtout professionnels qui souhaitent faire de la photographie animalière ou de sport. Moi, le 150-600 que j'ai acheté il y a à peu près 1 an et demi, j'ai fait des tonnes et des tonnes de photos avec. Tu vois, par exemple ici les photos de la marmotte. Le 600 mm va vraiment te permettre d'aller chercher des sujets qui sont beaucoup plus loin et d'avoir une composition qui est peut-être plus intéressante. Par exemple sur cette photo de souvenir, franchement je devais être positionné à peu près il me semble qu'au plus proche j'ai pu m'approcher à 70 mètres, un truc comme ça, ou 50 mètres, donc ça fait quand même très loin pour un tout petit sujet. Et avec un 70-200 par exemple, bah j'aurais pas pu. Et c'est justement là la grosse différence entre un 70-200 et un 150-600 et maintenant 60-600, c'est que en fait le 600 mm va te permettre d'aller chercher beaucoup plus loin, alors que le 70-200 effectivement c'est une optique qui est beaucoup plus légère, c'est beaucoup plus simple à trouver d'occasion, etc. Le 70-200 c'est un objectif qui est destiné pour tout le monde, c'est intéressant pour toutes les utilisations. Là le 600 mm ça va vraiment te permettre d'aller chercher des sujets qui sont beaucoup plus loin, de l'aviation, du circuit, de l'animalier, etc. Principalement toutes les photos que tu vas voir sur ce logiciel là, donc Luminar Neo, ont été prises avec le Sony A7 IV en RAW. Donc tu vois sur cette photo là ici, on a une compression de l'arrière-plan qui est juste fabuleuse, on a un bokeh qui vraiment te permet de détacher ton arrière-plan mais juste phénoménal. Le problème que j'évoquais en début de vidéo avec le 150-600, c'est que on était limité, parce que 150 mm c'est pas rien non plus, et c'est sûr que c'était beaucoup moins polyvalent en tout cas que le 60-600. Je me suis rendu compte finalement sur les différents shootings que j'ai pu faire durant cette période de test que en fait j'ai shooté très régulièrement au 60 mm ou en tout cas en dessous de 150. Typiquement tu vois ici pour des petites photos de portrait où là le rider il passe très proche de moi, là encore une fois je suis à 60 mm. Ici aussi on a un saut, je suis à 60 mm. Là ici je faisais du filet, tu vois, je suis à 60 mm. Enfin bref, il y a plein de photos, tu vois, par exemple ici 200, bon ça aurait passé. Là je suis à 150, là je suis à 600, 300. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets que j'ai photographiés où j'étais en dessous des 150. Le 60-600 prend tout son sens si tu as une pratique où tu vas avoir un sujet qui va s'approcher très proche de toi. On a une plage de travail qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus intéressante, puisque c'est vrai, finalement pour les utilisations qu'on utilise un tel objectif, donc
enfin bref, tout ce que j'ai dit plus tôt, et bah on se retrouve finalement avec des sujets très aléatoires qui peuvent arriver très proches, et donc le 6600 prend tout son sens. Je te montre quand même sur le grand écran ce que ça aurait pu donner. Voilà une photo au 60 mm. Et maintenant 150, tu vois, donc on a vraiment un gros gap entre les deux. Voilà, j'ai préféré m'attarder sur l'utilisation de ce genre d'objectif, puisque c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose de commun. Et finalement, tous les tests optiques que j'ai réalisés, ils sont quasi tous excellents. Je vais pas te mentir, ils sont quasi tous excellents, donc on va voir rapidement tout ce que j'ai pu faire. On commence avec la stabilisation, je te l'ai dit, elle est juste excellente. Tu vois ici, je filme à main levée, je dois être à quoi, 300 mm. Allez, maintenant 500 mm, un truc comme ça. Et tu vois, franchement, c'est juste excellent. Et je filme pas non plus en faisant attention, hein. Je suis comme ça à main levée. Voilà, je filme normalement. Donc sur un trépied, ça sera juste exceptionnel. Et à main levée, comme ça, si tu fais attention, ça sera très bien. Et si tu as des petits mouvements parasites, etc., tu peux stabiliser tes plans sur Catalyst ou sur DaVinci, etc. On a des très bonnes stabilisations. Donc la stabilisation, c'est validé. Maintenant, on passe à l'autofocus qui, pareil, je vais pas m'attarder dessus, c'est excellent. J'ai essayé aussi avec le ZVE1 que je suis en train de tester actuellement. C'est le même autofocus que la 7R5 avec l'intelligence artificielle, donc c'est vraiment un autofocus de dingue. C'est ce qui se fait de meilleur aujourd'hui sur le marché. Sur mon A7 IV, c'était déjà excellent, hein. C'est très réactif, il n'y a aucun souci là-dessus. Que je me mets à 60 mm ou 600 mm, la mise au point, elle se fait instantanément. C'est juste impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai pas bien fait attention, mais il me semble que j'avais testé, on a zéro focus breathing, que tu sois à 600 ou 60 mm. J'ai pas remarqué grand-chose. En termes de piqué, donc je le précise, je suis avec un capteur de 33 millions de pixels. J'ai fait le comparatif entre le 150 et le 6600, puisque apparemment, d'après les tests que j'ai vus, le piqué est meilleur sur le 6600. J'ai pas remarqué non plus de grandes différences, mais c'est vrai que on a quand même un piqué qui est légèrement meilleur sur ce nouvel objectif. Ici, je suis au 150-600 à 600 mm f6.3, donc à chaque fois les réglages sont les mêmes. Donc tu vois, quand on va zoomer sur la mire ici, c'est juste excellent, mais tu vois, au niveau des petits symboles, ça bave un petit peu. Voilà, ça bave un petit peu, c'est pas parfait. En tout cas, c'est pas quelque chose d'extrêmement net. Maintenant, si je passe au 6600, hop, et que je crop, et ben on remarque quand même qu'on a un piqué qui est meilleur, hein. On a beaucoup plus de détails, enfin le piqué est meilleur, hein. Piqué excellent et il sera à son maximal aux alentours des entre 5.6 et 6.3. Pour moi, c'est là où on aura le meilleur piqué. Après, c'est pas non plus quelque chose de flagrant. D'ailleurs, tu le vois sur les petites photos qui sont juste là, on a un petit peu de vignettage. Donc là, je suis à 5.6 et au fur et à mesure que je ferme, on voit le vignettage qui disparaît. Franchement, je ne l'avais pas remarqué sans avoir fait ce test, mais voilà, on a un petit peu de vignettage. En termes d'aberration chromatique, j'ai quand même fait le test. Donc tu vois, quand je vais zoomer sur la mire, on voit qu'on a un petit peu d'aberration juste là, tu vois. On a un tout petit peu de vert et de rouge. Encore une fois, c'est très léger. Et quand je zoome sur des photos, par exemple, là où il y a des riders, enfin bref, quand je zoome sur certaines photos et que j'essaye vraiment de trouver des aberrations, parfois j'en trouve, mais c'est vraiment très léger. En tout cas, c'est pas quelque chose à noter. En tout cas, en utilisation réelle, en dehors d'une mire, etc., c'est vrai que quand tu zoomes sur des photos, par exemple, juste là, je sais pas c'est quoi comme animal, c'est pas un lapin, il me semble que c'est un mix entre un lapin et un kangourou, puisque tu vois, ça saute quand ça marche. Enfin bref, le piqué dans les pelages, etc., le détail qu'on a, on a un niveau de détail, tous les poils, tous les cils qu'on arrive à avoir. C'est juste un truc de ouf. Et regarde au niveau de la bouche, regarde, même sur les oiseaux, on regarde tout le niveau de détail qu'on a dans les plumes. C'est dingue. Bon bah bilan, il est là d'ailleurs, c'est juste, c'est vrai qu'il pèse quand même un sacré poids, hein. C'est excellent, sur tous les points, hein, pour moi, que ce soit l'autofocus, la stabilisation, la qualité optique. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus. Ça serait bien peut-être que sur de prochaines versions ils arrivent à faire quelque chose de plus léger, mais le problème c'est que quand on fait quelque chose de plus léger, eh ben, ça va forcément impacter la qualité optique, puisque bah, ça reste des lentilles, hein. Le verre on peut pas le faire en sorte qu'il soit plus léger. Donc voilà, pour moi c'est une vraie réussite. Maintenant tu vas me poser la question, bah finalement est-ce qu'il faut choisir le 6600 ou le 150-600? Est-ce que moi finalement je vais changer? C'est vrai que c'est compliqué comme question. Il y a quand même un gap de 1000 € entre les deux. Pour moi, pour la plupart d'utilisations, le 150-600 ça va suffire. Après c'est vrai que dans tous les cas, hein, si tu es professionnel, pour moi tu pars sur le 60-600, puisque je pars du principe que si tu es professionnel c'est ton métier, donc c'est pas 1000 € qui vont faire la diff. Pour moi la question elle se pose plus si tu es amateur, 150 ou 60. Bah c'est compliqué, hein. Pour moi je partirais sur le 60, et si tu as un budget plus restreint, pars sur le 150-600. Voilà pour mon test, merci beaucoup à Sigma de m'avoir permis de le faire. En tout cas, si cette
cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me soutient vraiment pour ce genre de tests qui prennent du temps. Si t'as des questions, bien sûr, dans les commentaires, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!